Donc, on est ravis en tout cas de vous voir nombreux ce matin. C'est que le sujet du CPF co-construit, on va dire, commence à intéresser ou intéresse de plus en plus. C'est vrai qu'avec la nouvelle donne sur le CPF et les plafonnements, notamment des formations inscrites au RS, le CPF, c'est plus que jamais d'actualité. Donc, pour présenter ce webinaire, donc moi-même, Laurence Souriceau, en charge de la formation continue à CCI Formation Morbihan Ille-et-Vilaine, et Sabine. Voilà, bonjour à tous. Je suis donc coordinatrice du Centre d'études de langue, mais nouvellement Hello les langues, puisqu'on vient de changer de marque, et je suis conseillère formation. Alors, si on a décidé de faire ce webinaire, c'est qu'on a envie de partager un peu 6 ans de vécu sur des arguments pour prôner la co-construction aux entreprises. C'est pas juste maintenant qu'on s'y intéresse. L'idée, c'est qu'on en parle depuis longtemps. Sabine, je crois que tu as fait ta première co-construction en 2020. Oui, on l'a initié en 2020 et mise en application en 2021. Donc, ça fait déjà 5-6 ans que le sujet me concerne particulièrement, puisque les langues, c'est un levier de financement important. Et voilà, quelques années déjà d'expérience là-dessus. Alors, au niveau du plan de cette intervention, on va être sur à peu près une intervention de 30 minutes d'explication. On laissera effectivement le temps aux questions. Donc, je vais faire une introduction sur le contexte. Sabine vous fera un bref rappel des éléments clés du CPF et surtout de l'actualité. Puis, je prendrai la parole avec elle sur les arguments de la co-construction, sur les enjeux aussi pour l'entreprise. Et puis, Sabine finira par vous dire comment ça marche la co-construction en pratique sur EDF, sur le CPF. Donc la dotation, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe et elle a été proposée directement par la Caisse des dépôts depuis 2019 sur le compte personnel de formation. On vous avait mis dans le post LinkedIn que seulement 3% des entreprises l'utilisaient. Je dirais que ça serait dommage de l'utiliser juste pour de l'abondement correctif parce qu'on n'a pas, par exemple, conduit les entretiens à 6 mois, à 6 ans, etc. Souvent, les freins qu'on entend, nous, dans les entreprises, c'est que le CPF, c'est compliqué. En tant qu'RH, j'ai pas le temps d'y consacrer du temps et de recevoir chacun des collaborateurs pour les aider, notamment sur l'identité numérique. Que je sais pas non plus tellement comment ça marche. Les OPCO sont pas forcément là pour m'aider sur ce sujet parce que voilà, c'est plus quelque chose qui est géré directement par les OPCO. Et puis, je suis un petit peu mal à l'aise à inciter mes collaborateurs à utiliser le CPF, qui est finalement, c'est leur sou. C'est souvent ce qu'on entend, c'est leur sou. Et voilà. Donc, l'idée, là, c'est de voir que ça n'est pas que leur sou. Au niveau... donc déjà, la Sabine, l'idée, c'est peut-être d'abord de rebrosser. Oui, on va rebrosser l'historique à travers les âges du CPF. Alors, pas en détail, je vous rassure, hein, je vais faire ça de manière assez légère, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, la plupart, connaissaient déjà son fonctionnement. Les dates clés, simplement pour rappel, hein, c'est une mise en œuvre au 1er janvier 2015, donc ça remonte un petit peu dans le temps, hein, plus de 11 ans maintenant. D'abord en heure, puis une monétisation qui est arrivée en 2019. Création aussi du site Mon compte formation en 2019, en fin d'année 2019. Ça a révolutionné pas mal la gestion justement de ces fonds CPF, hein, puisqu'avant c'était quelque chose qui était organisé d'une autre manière. L'appli CPF avec le site, etc., a donné plus de liberté en fait, notamment sur les demandes autonomes de CPF. Ensuite, on est en 2022, si je dis pas de bêtises, octobre 2022, on a la mise en place de l'identité numérique. Hein, ça, vous en entendrez sûrement parler si vous mettez en œuvre des CPF au sein de l'entreprise. L'identité numérique, c'est France Connect Plus. Hein, c'est un renfort de la sécurisation de l'achat en ligne, hein, puisque vous l'avez tous entendu également. Il y a eu quand même pas mal de choses un peu border qui se sont passées au départ sur l'appli CPF et sur les sollicitations de ces financements. Donc, ça a été bien verrouillé. Et puis, 2024, mai 2024, c'est le reste à charge qui arrive. Hein. Le reste à charge, c'est une participation financière demandée à chaque personne qui sollicite un CPF, hein, sauf quelques exceptions. Ensuite, on passe en 2025, on est en avril. La dotation entreprise se sécurise aussi puisque le fléchage se met en place pour l'entreprise qui peut, je vais y revenir en fin de webinaire, mais l'entreprise peut flécher pour qui, mais sur quel type de formation ou quel type de certification et sur une périodicité. Donc ça, c'est important. Ah, ça, c'est les grandes étapes. Ce qui reste vrai là depuis 2019, c'est l'abondement annuel
par salarié qui reste à 500 €, 800 pour ceux qui sont sur des niveaux de qualification inférieurs au CAP, au BEP, et les personnes en situation de handicap, ce qui fait qu'une personne va avoir un plafond sur son CPF de 5 000 € sur un cadre un peu plus standard, et puis 8 000 sur les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, CAP, BEP et les situations de handicap. Hein, donc ça reste toujours vrai. Et puis la dernière partie, si tu veux bien l'afficher, Laurence, il y a eu quand même là un gros changement en février 2026, donc il y a quelques semaines simplement, qui a été qui était annoncé depuis quelques semaines, mais qui a vraiment pris corps. Le 24 février, le décret est tombé, et le 24 février 2026, mis en application le 26. C'est le plafonnement de la sollicitation des fonds CPF par action de formation. Plafonnement qui est à 1 500 € sur tout ce qui dépend du répertoire spécifique. Alors, le répertoire spécifique, Laurence, on est sur de la formation courte en général et non pas de la formation longue. C'est celle-là qui est impactée. Voilà, le RNCP n'est pas impacté. Le RNCP, ce sont plutôt les diplômes. Voilà, tout ce qui est formation plus longue, type un BTS, licence, etc. Donc, c'est quand même un gros changement, puisqu'avant, on sollicitait les fonds qu'on avait un peu plus librement. Là, vraiment, une action a été faite et c'est limité. Alors, il y a aussi des petits changements au niveau du permis de conduire, qui nous concernent moins nous, mais qui est important quand même à notifier, puisqu'on est vraiment sur les demandeurs d'emploi, 900 € max, avec un cofinancement de 100 € obligatoire par un tiers, qui peut être une région, par exemple, ou d'autres intervenants. Et le bilan de compétences, lui, qui se limite à 1 600 €, donc un petit peu plus que le plafonnement standard du RS, et qui, par contre, c'est un bilan de compétences tous les 5 ans, pas plus. L'augmentation du reste à charge, ça c'est annuel, c'est indexé sur l'inflation, c'est 103,20 €, ça a commencé en 2024, 100 €, puis 102,30 € et puis 103,20 € cette année. On a longtemps entendu parler 150 € par an envisagés. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé. Voilà un peu l'histoire du CPF et les informations importantes, notamment au niveau des plafonnements. Voilà, merci Sabine. Et donc, j'ai juste une question dans le chat, je vais y répondre maintenant, pardon Laurence. Hélène Barré me demande, est-ce que le plafond de 1 500 € par formation est aussi par an? Non, ce n'est pas par an, c'est par action de formation. Et donc, Jessica Deschamps, pardon, je t'interromps encore Laurence, on va vous transmettre bien entendu le support qu'on présente. Tout à fait. Et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez effectivement le revisionner. Donc, on a essayé de recenser un peu les arguments propices à la co-construction dans ce contexte. C'est déjà vous rappeler que le CPF, il est financé par les entreprises. Il est financé par les entreprises sur votre 1% CFP, cotisation à la formation professionnelle, ou pour les moins de 11 salariés, sur le 0,55% de la masse salariale que vous versez à l'URSSAF. Le répartiteur central de tous ces fonds, c'est France Compétences, désormais, c'est-à-dire qu'il ventile les 12 milliards de cette année entre du CPF, l'alternance, les demandeurs d'emploi, des fonds aussi pour le CEP, les transitions pro, évidemment les OPCO sur les plans de développement des compétences. Donc, le gros de ces masses et de ce 1% et des budgets que vous cotisez va évidemment à l'alternance maintenant, avec 70% des fonds. Le CPF, cette année, c'est 1,3 milliard sur les 12 milliards collectés sur votre cotisation. Donc, en gros, si on voulait faire très, très gros, c'est 10% de cette cotisation. Donc, c'est vraiment vous qui l'alimentez et que vous. Et donc, ça, je pense que c'est important de le rappeler à vos collaborateurs. Et c'est aussi centré sur les besoins professionnels. Nous, en tant qu'organisme de formation, on est vraiment très contrôlé sur ce sujet-là, sur les besoins professionnels. On doit apporter la preuve que la demande CPF, elle est faite dans un contexte professionnel, que ce soit pour servir l'évolution du collaborateur au sein de son entreprise et aussi en dehors à des fins, on va dire, d'évolution professionnelle. En dehors, évidemment, éventuellement. Et donc, on va dire ce qui a été vraiment véhiculé au début, de dire je fais ce que je veux avec mon CPF, ce sont mes sous, etc. C'est pas vrai en fait. Donc c'est vraiment, c'est un outil en fait à la main aussi de l'entreprise. Le plafonnement, donc comme on l'a dit avec Sabine, c'est 5 000 €, 8 000 €. Donc au bout d'un moment, vos collaborateurs de toute façon ils sont plafonnés à 5 000 € et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux, puisque avant il y avait le DIF, que le DIF a été monétisé donc à ceux qui n'avaient pas du tout utilisé le DIF, je crois que c'était 1 800 €.
100 euros, oui, tout à fait. Donc là, si on compte le nombre d'années, il y a énormément de gens, s'ils n'ont pas utilisé le DIF et pas utilisé de CPF depuis le départ, qui sont largement plafonnés depuis plusieurs années maintenant. Bah oui, le plafond, là, il a été atteint, je pense, l'année dernière, il me semble, à 5 000. Hein, après, c'est vrai qu'un salarié qui l'utilise régulièrement va bénéficier de plus de fonds CPF dans sa carrière professionnelle que quelqu'un qui ne le souhaite pas l'utiliser, qui va rester voilà, sur ce plafond-là maximum. Voilà, donc c'est aussi un argument vis-à-vis de vos collaborateurs qui vous diraient ah, moi, je veux garder les fonds pour moi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ma carrière professionnelle et je vais peut-être en avoir besoin si je quitte l'entreprise à un moment. Bah, c'est pas forcément un bon calcul, comme le disait Sabine, ça se réalimente si vous utilisez si vous utilisez 1500, par exemple, au bout de 3 ans, vous retrouvez vos 5000 euros. Donc ça, c'est quelque chose à partager avec vos collaborateurs. Tout à fait. Le plafond de droit des 1500 pour les actions certifiantes au répertoire spécifique, c'est aussi un argument. C'est de dire qu'on ne choisit pas une formation parce qu'elle est inférieure à 1500 euros. On choisit une formation parce qu'elle répond à un besoin professionnel, conjoint éventuellement avec l'entreprise ou à des fins de reconversion, mais un besoin. Et donc, si la formation, eh bien, elle vaut 2000 euros, elle vaut 3000 euros, bah, la co-construction, elle devient une évidence. Je pense qu'elle a été mise en œuvre pour, d'ailleurs. Voilà, exactement. L'abondement, il est aussi en fait la seule façon juridique de co-construire. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'entreprises qui ont pu nous solliciter ces dernières années en nous disant, bah, par exemple, un projet coûte 2500 euros, bah, prenez 1500, on va prendre 1500 euros sur le CPF du collaborateur, et puis moi, je vais cofinancer 1000 euros, mais faites-moi une convention en direct, une convention avec l'OF. Et ça, bah, c'est pas autorisé, c'est même interdit dans le cadre des CGU, nous, de mon compte formation que l'on signe en tant qu'OF. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un double cadre juridique dans ce cas-là. Si vous faites une convention avec un organisme de formation, enfin, si nous, on fait une convention avec un organisme, et de l'autre côté, on fait un partenariat, entre guillemets, avec votre collaborateur sur le CPF, ben, quel CGV s'applique? Est-ce que ce sont les CGU de mon compte formation, les conditions générales d'utilisation, ou est-ce que ce sont nos CGV en tant qu'organisme de formation, en cas d'absence, par exemple, ou d'arrêt? Donc voilà, ça peut pas juridiquement se passer de cette manière-là, en tout cas. Et non, si des OF le font, on va dire que ça n'est pas légal. Voilà. Non, il faut. En fait, la seule. On a interrogé la Caisse des dépôts et consignations dès la mise en œuvre de ce type de financement. La seule façon de pouvoir cofinancer pour une entreprise, c'est via un abondement sur la formation par la plateforme EDEF et non pas avec une convention en parallèle. Comme tu le disais justement, juridiquement, c'est pas possible. Les CGU prévalent toujours sur les CGV d'un organisme de formation quand on utilise un CPF. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. L'abondement, Sabine en a parlé tout à l'heure et il reviendra en pratique derrière. C'est sécurisé par décret depuis presque un an. Pourquoi? Parce qu'il y avait des entreprises qui étaient aussi réticentes à doter, parce que c'est un peu la différence entre le mot dotation et abondement, à doter le compte CPF du collaborateur. C'est vrai que si on dotait de 1000 euros, par exemple, mais on ne savait pas ce que la personne allait en faire, pour quel type de formation. Et puis, si elle quittait l'entreprise, ben, j'ai mis 1000 euros et c'est peut-être à fond perdu. Donc, il y avait une vraie réticence des entreprises à aller vers la co-construction. Donc, l'abondement a été sécurisé par décret. Et l'abondement, ça veut dire que vous fléchez directement sur des formations, des certifications précises et avec des dates butoirs. On y reviendra. Alors, l'abondement entreprise, je fais juste un tout petit point là-dessus. L'abondement entreprise, qu'on m'a posé la question, comme tu l'as dit, c'est minimum maintenant 100 euros depuis le dernier décret de février 2026. Avant, il n'y avait pas de minimum. Hein, on est à 100 euros maintenant. Le fait de participer à la formation via EDEF, donc via la dotation, enlève le reste à charge pour le salarié, celui qui était à 103,20 là sur la slide précédente. Voilà, mais c'est exactement, effectivement, le dernier point des arguments, c'est que si vous faites de la co-construction, si vous abondez donc minimum de 100 euros désormais, mais beaucoup plus pour certaines entreprises, il n'y a pas de reste à charge pour votre salarié, donc c'est aussi un argument vis-à-vis de votre collaborateur qui autrement va devoir payer le reste à charge. Alors évidemment, vous pouviez aussi le rembourser, ce reste à charge, mais bon, on va dire, c'est pas la manière dont a été construit la non, puis ça n'a pas un sens dans l'absolu, puisqu'il n'y a pas de reste à charge quand il y a une participation de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison de doter de 103,20 € en fait, hein, puisque ce montant-là est forcément annulé si l'entreprise participe. Voilà.
alors je voulais dire de rembourser éventuellement, c'est-à-dire que certains collaborateurs paieraient en ligne bien sûr. 63,20 € et que l'entreprise rembourse. On voit des cas de figure où les entreprises remboursent. Oui, c'est vrai. Voilà, mais tant qu'à faire, il y a une appli qui est faite exprès pour ça. Donc finalement, au niveau de vos flux financiers, vous verrez que c'est sans doute plus simple de passer par EDF que de faire de cette manière-là. Donc voilà pour les arguments. Les enjeux derrière, c'est évidemment pour vous d'optimiser les financements. Hein, on l'a vu depuis, on va dire que depuis la réforme de la formation professionnelle en 2018, les entreprises ont moins de fonds de formation, notamment les plus de 50 salariés, hein, avec notamment le PDC et les OPCO. On sait aussi que les fonds FNE, FSE, ils sont pas forcément éternels, ils sont assez encadrés. Donc il y a peu de financement, peu de leviers de financement pour une entreprise actuellement, en dehors de l'investissement propre. Et donc là, on va dire que le CPF, c'est vraiment pour vous un vrai levier. C'est d'ailleurs peut-être le levier principal après votre investissement. Donc voilà, ça vous permet de ne pas porter seul le coût de vos investissements et des choix de formation que vous allez faire. Donc évidemment, on va dire que ça pourrait être le premier enjeu. Vous verrez que ce n'est pas forcément le plus gros enjeu finalement. C'est aussi aligner les besoins individuels de l'individu et vos besoins stratégiques d'entreprise, c'est-à-dire relier les projets du salarié aux priorités de l'entreprise. Quelque chose qui doit être utile pour les deux parties. Donc, on renforce vraiment votre rôle de RH ou de dirigeant d'entreprise. C'est réfléchir à la cohérence de votre GPEC et de se dire qu'est-ce qui peut servir à la fois les intérêts de mes collaborateurs et évidemment dans sa montée en compétences et l'évolution stratégique de mon entreprise. Et en ça, je pense que vos managers doivent être vraiment impliqués et ça doit nourrir des échanges, on va dire, plus qualitatifs avec les équipes. Donc, le rôle manager RH sur la GPEC est renforcé par ce CPF dont on doit parler en entreprise. Et avant tout, je dirais que le premier enjeu, ou plutôt le premier bénéfice de cette co-construction, c'est le booster de motivation pour votre salarié. On a pu entendre des entreprises clientes nous dire je le faisais pour les financements, parce que je voulais optimiser mes financements et que plutôt que de payer seul une formation en langues étrangères, en management de projet par exemple, j'incitais mes collaborateurs à la co-construction. Mais en fait, parce que je voulais, entre guillemets, limiter mes investissements internes de l'entreprise. Et puis finalement, mon vrai effet bénéfique, c'est le booster de motivation pour mes salariés qui sont fiers d'avoir une certification ou un diplôme, donc ça renforce vraiment aussi leur engagement. Ils ont participé puis financièrement, ils vont s'engager encore plus dans cette formation. Ils savent pourquoi elle est là parce que vous en avez échangé avec eux. Ça montre surtout que l'entreprise, elle sait investir pour l'avenir de ses collaborateurs. Donc c'est vraiment un vrai outil de la marque employeur à ne pas négliger. Et c'est vrai que dans des grands groupes, je pourrais en parler ce matin avec quelqu'un qui, dans un grand groupe, n'en entend pas du tout parler par ses RH parce que peut-être qu'ils ont peur que ça leur prenne trop de temps. Alors certes, ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est quand même un levier qui permet tous ces bénéfices-là. Oui, puis c'est une attractivité aussi pour l'entreprise devient attractive. C'est des critères maintenant qui rentrent en ligne de compte aussi pour les plus jeunes générations sans doute, mais qui recherchent une entreprise qui met ça en avant. Et puis pour le faire avec de grands groupes bretons, c'est une politique en fait RH derrière où la décision a été prise de participer systématiquement à hauteur de la moitié des formations sur des formations cadrées, sur des montants un peu cadrés quand même, mais c'est une politique qui a été prise depuis vraiment maintenant 5 ans dans cette entreprise-là à laquelle je pense. Et c'est quelque chose qui motive, comme tu disais, le salarié. C'est un booster parce que le besoin est écouté, pris en compte. L'entreprise participe. Donc, c'est une valorisation aussi pour le salarié de son besoin, de sa demande et son souhait d'évoluer ou de continuer sa carrière au sein de cette entreprise-là. On va dire que tout le monde participe, aussi bien l'employeur que le salarié, et donc tout le monde est investi dans les résultats de la formation encore plus. Là, j'ai des petites interventions sur le chat, Laurence, donc j'aimerais bien qu'on fasse juste une petite pause. Donc, j'ai répondu à plusieurs questions. J'ai une question de Julia Adroguet. Est-il possible d'utiliser le CPF des collaborateurs pour des formations SST, par exemple, ou une autre formation collective? Alors
Alors, pas pour le Pas le SST. SST. Le SST est sorti du CPF il y a quelques années maintenant, Mm. mais bien sûr, pour des formations, alors nous Collective, oui. concernant, collectives, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire de l'inter-entreprise, hein, ça peut être vraiment, au contraire, c'est même un très beau levier pour des formations sur mesure, collectives dans votre entreprise. Euh, je pense aux langues D'ailleurs, étrangères, la ouais. bureautique, le management, la formation de formateurs, énormément de formations hein, chez nous et ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de formations qui sont éligibles au CPF, énormément de certifications et de diplômes sur les RNCP aussi. Vanessa Robert nous fait une petite remarque. Bonjour, les salariés nous disent que si cela nous sert, c'est à nous de payer et qu'ils préfèrent garder leur CPF pour eux, même s'ils n'ont pas de projet. Donc là, on revient sur l'argumentaire qu'on a eu tout à l'heure. Hein. C'est vraiment des besoins individuels, une stratégie d'entreprise. Après, si les salariés ne veulent pas utiliser le CPF, c'est vrai que c'est toujours compliqué, vous ne pouvez pas les y obliger, mais leur faire comprendre que le CPF, c'est vous qu'il finançait entreprise, c'est votre cotisation d'entreprise qu'il C'est ce qu'on finance. disait tout à l'heure. Hein. Exactement, et que s'ils ne s'en servent pas, quoi qu'il en soit, ça stagne. Et malheureusement pour eux, ça sera moins bénéfique parce que eux, ils vont avoir leur CPF stagnant, alors que leurs collègues, eux, vont avoir un CPF vivant hein, qui sera abondé régulièrement tous les ans. Voilà, c'est quand même l'entreprise qui est au cœur du CPF, quoi qu'il en soit. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant de l'utiliser. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail de fond à faire auprès des salariés. Et quand on les a mis en place avec des entreprises, ça ne s'est pas fait en un jour, ça a pris du temps. Hein, ils ont discuté avec leurs salariés, etc. Et réussi en fait à les convaincre parce que l'utilisation de ces fonds-là qui vient de l'entreprise sert l'entreprise et le salarié. Et on vous rappelle, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est centré avant tout sur les besoins professionnels. Alors, professionnels, ça va servir l'entreprise et ça va servir le salarié. Ouais. J'ai une question sur de comptabilité, le BEC, excusez-moi, parce que je n'ai pas le nom autrement. C'est les formations CPF peuvent-elles être comptées dans les quotas d'heures à faire au titre des cartes professionnelles? Donc là, on est dans le monde de l'immobilier. Hein, sur les 42 heures de formation obligatoire sur 3 ans, les formations CPF, est-ce qu'elles rentrent dans ces quotas d'heures à faire? Oui, tout à fait. De même que toutes les formations réglementaires qui sont sur le CPF, je pense au CACES notamment, mais bien sûr, ça rentre aussi voilà, dans votre politique RH, entre guillemets. Et donc, oui, ça compte pour les cartes professionnelles immobilières, tout à fait. On a une question aussi de Blanca Moreno. Comment connaître les formations éligibles au CPF? Donc, les formations éligibles au CPF, elles sont identifiées grâce à des certifications. Alors, si vous ne les connaissez pas, je ne sais pas s'il y a un outil qui existe sur mon compte formation pour avoir toutes les formations disponibles, peut-être. Je ne sais pas si tu sais ça, Laurence. Je ne sais pas. Je pense que le meilleur réflexe, c'est sans doute d'aller rechercher via le moteur de recherche de mon compte formation, de taper des mots-clés déjà pour voir ce qui ressort. Sur les sites comme le nôtre, hein, par exemple, Laurence, mais on n'est pas les seuls. Hein. On a vraiment une identification mon compte formation estampillée sur les formations qui sont éligibles aussi. Hein, ça peut vous aider à les retrouver. Tout à fait. Et d'échanger effectivement avec des organismes de formation par rapport à vos projets et de voir si c'est éligible au CPF. Voilà. Christelle Le Guénic, on a répondu tout à l'heure par rapport au CACES. Hein, si le CACES était une formation éligible au CPF, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, Laurence. Oui, ça l'est encore. Ah, ouais. Oui, parce que c'est portatif. Charlène Bouvet nous demande, quand vous parlez de co-construction, est-ce qu'il s'agit de CPF plus plan de formation ou tout passe par le CPF? Alors, c'est ce qu'on disait, que c'est que tout passe par le CPF et c'est justement ça la co-construction, c'est que, et ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'abondement juridiquement, la seule façon de construire, hein, c'est vraiment, on n'a pas le droit en tant qu'organisme de formation, sur une même action de formation, de jouer sur, entre guillemets, avec le collaborateur sur son CPF et à côté, de faire une convention entreprise. Ce n'est pas autorisé parce que juridiquement, là, vous aurez deux conditions générales de vente qui s'appliqueront, les CGU, les conditions générales d'utilisation de mon compte formation, et les CGV d'un organisme de formation. Et ça, juridiquement, c'est pas possible. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça que la plateforme, la CDC, a mis en place justement la co-construction dont on va parler après en pratique. J'ai une dernière petite question et un remerciement à faire à Véronique. Ensuite, bonjour, donc ça c'est Audrey Leroux.
Avant, en tant qu'employeur, on pouvait abonder à hauteur de 1 euro. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, depuis février 2026, le minimum d'abondement que fait l'entreprise sur la formation, c'est 100 euros. Avant, il y avait, voilà, le minimum était 1 euro parce qu'il n'y avait pas de limite, en fait. Mais maintenant, c'est 100 euros depuis février dernier. Et un petit merci à Véronique Guillouzwick, pardon, excusez-moi pour la prononciation, nous a en fait donné un lien vers les formations éligibles Ah, CPF merci. sur France Compétences, en fait. On revient aux bénéfices et aux enjeux de la reconstruction. Donc, évidemment, on a dit optimiser les financements pour vous déjà, aligner les besoins individuels et stratégiques. Mais le premier effet, c'est le vrai booster de motivation pour vos salariés. Donc, même si ceux qui veulent pas, ben, finalement, ils se rendent compte qu'au final, c'est quelque chose dont ils sont fiers. Ils sont fiers d'avoir une certification, fiers d'être montés en compétences, que leurs collaborateurs, que leur entreprise les ait pris en compte. Et donc, c'est vraiment un enjeu de la marque employeur pour vous que de montrer l'intérêt. Hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi le rôle des RH que de travailler sur la participation à l'engagement sur les GPEC de leur entreprise. Et puis, c'est aussi accompagner les mobilités grâce à ce CPF co-construit, c'est-à-dire réfléchir avec vos collaborateurs lors de vos revues RH notamment, de préparer une évolution interne, de sécuriser une reconversion. On peut sécuriser des reconversions via le CPF sur des formations, par exemple, à la création d'entreprise. Et puis, c'est surtout anticiper les départs en retraite. Et je pense que là, Sabine, tu as beaucoup de gens qui t'appellent proches de la retraite et qui veulent utiliser leur CPF. Voilà, et on est dans ce contexte-là, un petit peu décalé par rapport à l'utilisation du CPF. Hein. Le CPF, c'est des développements de compétences professionnelles. J'entends parfaitement que voilà, la communication du gouvernement au départ n'était pas très claire en appelant ça compte personnel de formation. Vous faites ce que vous voulez de vos fonds de formation, c'est à vous. Mais en fait, la règle, elle n'est pas nette comme ça. Hein, c'est vraiment quelque chose qui développe vos compétences professionnelles. Donc, l'utiliser à 3 semaines du départ en retraite, voilà. Ça n'a pas de Légalement, sens. vous pouvez le faire, bien entendu. Est-ce que ces fonds-là d'entreprise de cotisation sont faits pour ça? Je ne suis pas persuadée. Hein, donc, il Oui. faut vraiment avoir plutôt une action, réfléchir au départ en retraite quelques années avant le départ, comme tu disais, Laurence, hein, de vraiment rendre, je ne sais pas, sur des formations de tuteurs ou de formateurs pour transmettre le savoir, hein, développer des compétences en fin de carrière, pourquoi pas, mais pas forcément 2 jours avant de partir. Voilà. Et donc, et puis ça donne le sentiment à votre collaborateur que ben, les RH ont pas fait leur job entre guillemets quelques années avant, de les prévenir, de leur dire que le CPF existait et que ça donne le sentiment que la GPEC elle est pas pilotée finalement dans l'entreprise, Mm. alors qu'elle peut l'être via des actions d'adaptation au poste de travail avec l'IA notamment en ce moment. Il y a des formations éligibles au CPF en IA, préparer une transmission aussi, évoluer vers du tutorat, vers de la formation de formateurs. On voit vraiment des belles réussites et des beaux boosters de motivation aussi sur des gens qui sont proches du départ en retraite et qui deviennent formateurs internes. Donc voilà, c'est sur des entreprises qui sont matures sur le sujet, voilà, travailler sur les parcours de fin de carrière avec une logique de transmission, ça nous semble vraiment être quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà, donc moi j'en ai terminé sur on va dire, tous ces enjeux et ces arguments. Sabine, du coup, tu prends le relais sur la partie en pratique pour l'entreprise. Comment se passe cet abondement finalement? Donc, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, le fait est que la seule manière pour vous de participer à un CPF financièrement, en tant qu'entreprise, en tout cas pour les entreprises qui nous écoutent, c'est uniquement via la plateforme EDEF. J'entends souvent les entreprises me dire, oh là là, comment ça marche, ça m'a l'air compliqué tout ça. Donc, je vous ai préparé une petite infographie qui a été remise au goût du jour par mon service communication, hein, pour que ce soit facile et lisible. On est sur 6 étapes clés, en fait, simplement. Vous vous connectez via Net Entreprise. Hein, si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un, mais ce n'est pas quelque chose Vous en avez d'invisible. forcément un. Voilà, normalement, oui. J'ai tendance à dire que toute entreprise en a un, hein, Ouais. puisque c'est par là où vous passez pour pas mal d'actions. Ensuite, une fois que vous êtes là-dessus, vous sélectionnez, en fait, vous êtes sur Net Entreprise et puis via vos identifiants, vous accédez à l'espace des employeurs et des financeurs, donc qui s'appelle EDEF, hein, qui est mis en place donc depuis 2019. Dans la logique des choses, l'État a envoyé un courrier à toutes les entreprises de France pour préparer à ça en 2019.
Ensuite, la deuxième action, c'est de sélectionner le salarié concerné, tel que c'est nommé. Alors, il y a des éléments à prendre en compte. Vous devez avoir certaines infos sur votre salarié, mais globalement, nom, prénom et son numéro de sécurité sociale. C'est important puisque c'est là-dessus qu'il va être reconnu. Ensuite, la troisième étape, bah, c'est le montant de la dotation ou de l'abondement, puisqu'on peut parler d'abondement, puisqu'on va flécher en fait sur une formation. C'est un montant qui est attribué à un salarié et que vous avez donc sur l'étape précédente sélectionné. Et vous mettez votre type de dotation, puisqu'il en existe plusieurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plusieurs de dotations possibles. Le motif et le montant que vous voulez allouer à la formation. Ensuite, eh bien, alors, normalement, c'est dans l'autre sens, j'aurais tendance à dire, mais on choisit des dates de validité, on sélectionne la certification visée, peu importe le sens dans lequel ça va, et l'opération est vérifiée et validée puisque vous rentrez en fait en contact avec la Caisse des dépôts et consignations, donc la banque, qui va vérifier votre IBAN et valider l'opération. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je sais que le dire comme ça paraît facile. Il manque juste encore une petite image, Laurence, à la fin. Et puis, mais pour vous aider, et ce sera des liens actifs en fait sur le support qu'on va vous transmettre. Vous avez en fait un document qui est très, très, très détaillé, qui est fait par mon compte formation et qui vous permet d'avoir toutes les étapes en détail, capture d'écran, etc., de comment je fais ma dotation. Je ne vous la montre pas là parce que c'est assez fastidieux, il y a pas mal de pages, mais c'est vraiment un document qui est très bien fait, étape par étape pour les personnes qui le font pour la première fois. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est « Oh là là, ça a l'air compliqué, je ne sais pas trop comment faire. » Mais il y a quand même des supports qui vous accompagnent pour ça. Et une fois que vous en avez fait une, après, ça se passe toujours de la même manière. Donc, plus on l'utilise, plus on s'y Combien de habitue, temps, plus ça devient facile. à partir du moment où on a fait l'abondement, Sabine, il se passe combien de jours avant que la personne l'ait sur son compte? Est-ce que c'est immédiat ou pas? Non, c'est entre 5 et 10 jours. Donc, il faut anticiper. Il y a des délais à respecter. Donc, 5 à 10 jours pour que l'abondement des fonds d'entreprise apparaisse sur l'historique du salarié au niveau de son CPF. Et après, c'est toujours pareil. Sur mon compte formation, il y a toujours des délais de rétractation pour l'acheteur, l'internaute qui achète. Donc, il faut quand même avoir c'est-à-dire que ce n'est pas de la dernière minute. C'est 11 jours ouvrés de délai de rétractation. On comptait 5 à 10 jours s'il y a une dotation. Donc, on anticipe quand même de quelques semaines si on a des actions de formation à mettre en place. C'est un processus plus long, mais si on anticipe, ça se fait très, très bien. Voilà. Et puis nous, par exemple, on est là pour vous accompagner sur le sujet, bien d'autres organismes de formation aussi, et d'autres CCI qui sont là le font aussi régulièrement. On accompagne aussi vos collaborateurs sur l'identité numérique. Oui, Peut-être ça tu je peux le en fais, dire oui. deux mots. Oui, l'identité numérique, c'est quelque chose qui est arrivé donc en octobre 2022. Donc, il y a un petit moment, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne l'ont pas encore créé et qui le font au fil de l'eau quand ils en ont besoin au niveau de la formation. L'identité numérique, c'est France Connect Plus, c'est une sécurisation de l'achat en ligne. C'est quelque chose qui a été mis en place avec un partenariat avec La Poste. Donc, si on est à l'aise numériquement, et même moins à l'aise, c'est quand même assez facile à faire. Alors, voilà, avec plein de pincettes à ce que je dis, parce que pour certaines personnes, ça peut quand même être un peu plus compliqué. On fait des allers-retours avec des codes de vérification, etc. On reçoit un courrier recommandé numérique, un AR24, et on vérifie en fait que c'est bien, on vérifie le support avec lequel on utilise, donc le téléphone par exemple, et on vérifie l'identité de la personne. Après, c'est un outil qui vous sert sur tous les sites de l'État. La NTS, etc., Amélie, etc. Vous rentrez partout avec ça. Donc, une fois que c'est fait, ça vous sert pour tout. On accompagne beaucoup. En langue, moi, je le fais beaucoup. Je fais pas mal de Teams en partage d'écran pour les personnes qui parfois butent sur une chose ou deux. Mais ça se fait vraiment bien. C'est une obligation pour acheter une formation. Il y a ça ou il y a France Identité qui est une autre façon de faire, mais qui existe aussi. Mais nous, enfin, les gens se servent beaucoup d'identité numérique. On a, je pense, terminé à peu près de vous présenter les Ouais, arguments, les bénéfices et en pratique comment ça fonctionne. Je ne sais pas je s'il y vais a des essayer. questions.
sur le Oui, chat. je pense, il y en a pas mal dans le chat, donc je vais essayer de reprendre où j'en étais. Donc la dernière fois que j'ai répondu, c'était à Christelle Adoum-Plus, pardon, c'est peut-être pas le nom de famille, hein, qui me demandait si le CPF prenait en charge les déplacements. Non, le CPF ne prend en charge que la pédagogie et uniquement la pédagogie. Tout ce qui est frais annexes, type déplacement, hébergement, etc., ça rentrera plutôt sur un devis de votre prestataire, hein, qui va vous facturer voilà, ces éléments-là sur devis, non pas sur une convention, parce que ce n'est pas de la formation. Euh, Est-ce que le plan de formation peut prendre en charge ces frais annexes? Là, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si toi, Laurence, tu as la réponse. Moi, là, ça me Peut-être dépasse que un tout des petit peu. OPCO peuvent répondre au sujet. Ouais. Mais Je sais dans le chat, il dans doit y ces avoir cas-là. OPEP ou Constructis qui sont là. Mm. Donc, on me demande si on a accès au support. Oui, vous aurez bien accès au support à la fin. On va vous l'envoyer. On a toutes les adresses mail. Est-ce qu'à partir, alors ça, c'est Anne-Marie Le Guérec qui pose la question, est-ce qu'à partir d'EDEF, on connaît le montant CPF restant pour un salarié? C'est-à-dire le montant de, la question n'est pas assez claire Ah, pour moi. Est-ce que c'est le montant CPF que le salarié a sur son compte? Non, ça m'étonnerait que vous y ayez accès. Normalement, je pense pas. Hein, à voir. Tu penses que oui, toi, Laurence? je ne pense pas non plus, non. Non. Je pense que Hein, le ça appartient aux salarié. collaborateurs. Ouais. Mm. Et est-ce que c'est le salarié qui s'inscrit lui-même sur EDEF? Non, c'est vous qui faites la démarche parce que c'est l'entreprise qui verse un financement sur un compteur en fléchage sur une Alors, formation. Par contre, EDEF, le c'est salarié, l'espace. lui, Ouais. pardon? Non, je disais que EDEF, c'était l'espace des employeurs, des Oui, entreprises et des financeurs. Donc, c'est oui, vraiment votre espace. De même que nous, on est sur EDOF, l'espace des organismes de formation. voilà. Voilà. Ce sont Mais les le salarié, back-office, en fait, du CPF. Mm. oui, et le CPF, par contre, c'est le salarié qui s'inscrit à la formation via Tout à son fait. profil CPF, tout à fait. Alors ensuite, j'ai une question InnoClair Communication. Bonjour, l'entreprise peut abonder si le CPF du collaborateur est de plus de 5 000 ou 8 000. Oui, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une limite à ce que le salarié, enfin l'entreprise puisse doter, Ah oui. même si le compte est à 5 000. Il n'y a pas de raison. Ah oui, tout à fait. Non, non, et Mm, au contraire, parce que là, et la plupart des gens ont des comptes qui sont dotés d'au moins 3 000 euros et mm, voire beaucoup à 5 000, et mm, qu'avec cette limitation sur le RS, sur le répertoire mm. spécifique hein, à 1 500 Ouais. euros, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, on part du besoin, il faut tout recentrer sur le besoin. Pourquoi on forme ses collaborateurs et pourquoi ils ont besoin de se former? Si le besoin, eh ben, il est sur une formation qui coûte plus de 1 500 euros, Mm, bien évidemment, ils pourront pas, eux, mettre plus de 1 500 euros. mm. Donc, bah, mathématiquement, je dirais que là, la dotation, elle devient, enfin, Oui, l'abondement et plutôt, j'ai eu le cas hier devient en une fait. évidence, quoi. Mm. Ouais, ouais. Quelqu'un qui était au max sur son CPF, donc à 5 000, et qui l'entreprise fait une dotation, puisque c'est une des entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui dote de la moitié de la formation systématiquement et qui va le faire là-dessus. Il n'y a pas de raison que ça bloque. Hein, sinon, ça serait pénalisant pour les personnes qui sont au plafond, qui ne pourraient pas bénéficier hein, d'un financement entreprise gagnant-gagnant. Hein, donc ça serait... Non, c'est pas le cas. Ensuite, on a Christelle Guénic qui demande, par contre, il faut absolument que le salarié soit avant tout d'accord que l'entreprise utilise son CPF. Évidemment, l'entreprise ne peut pas utiliser le CPF d'un salarié. Le salarié peut mettre en œuvre son CPF en lien avec son entreprise sur temps de travail, avec dotation entreprise. C'est possible, mais vous ne pouvez pas le faire sans l'accord. Ça, c'est De clair. toute façon, c'est lui qui fait la démarche, c'est-à-dire que c'est lui qui va, il a le droit de demander, je crois, ces 5 devis, enfin, entre guillemets, faire 5 demandes à Oui, des organismes sur un sujet, oui, après échanger avec ces organismes de formation. Nous, on lui répond, donc on doit soit accepter ou soit refuser sa demande. Donc, si on accepte, après, il choisit. Il y a plusieurs OF qui peuvent lui dire, j'accepte de travailler avec vous sur de l'anglais, par exemple. Et puis après, c'est au collaborateur de choisir derrière avec mm, quel organisme il va travailler. Et mm, donc là, s'inscrire, c'est lui qui s'inscrit. Et c'est là où intervient la dotation si la formation coûte plus de 1 500 euros oui, et avant même. même moins, parce Mm, que si vous voulez aussi, hein, vous avez tout à fait le droit d'abonder sur des formations qui coûtent moins, dans une bien logique sûr. gagnant-gagnant que l'on vient d'expliquer. Une question intéressante de Véronique Guillouzwick, dont on a échangé tout à l'heure avec Laurence, la différence entre abondement et dotation. Alors, c'est de la terminologie, hein, mais on a bien relu un petit peu nos plaquettes. L'abondement intervient sur une formation, la dotation sur un compteur. Donc, on aurait tendance à dire que maintenant que c'est fléché, hein, que l'entreprise peut dire pour qui, pour quelle période, sur quelle certification ou formation, on va dire qu'on est plutôt sur de l'abondement. Mais bon, après, Voilà. voilà, c'est
C'est des alors vocabulaires. la dotation, ça pourrait être une entreprise qui décide de doter tous les comptes CPF de tous ses collaborateurs, par exemple, de 100 euros, par exemple. Oui, tout à fait. Et ça se fait, on l'a vu déjà, voilà, des dotations collectives qui sont initiées par l'entreprise, parce qu'ils ont des velléités de faire monter en compétence leurs salariés ou parce qu'ils veulent, voilà, que tout le monde ait la même chose, donc le font de manière un peu systématisée. Anne-Marie Le Garec nous dit aussi, un salarié pourrait donc avoir l'abondement et ne jamais s'inscrire à la formation. Non, justement, ça, c'est pas possible maintenant. Plus depuis le fléchage. Parce qu'à un moment donné, si la formation n'a pas eu lieu, l'entreprise va récupérer ses fonds de formation qu'il a investis et qui n'ont pas été utilisés. C'est pour ça qu'en fait, il peut définir une période pendant laquelle il devra actionner cette demande de formation. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sécurisé par décret depuis avril 2025, parce qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient cette peur, effectivement, finalement de doter de X milliers X euros le compte CPF et que la personne, par exemple, démissionne derrière. Donc non, le salarié, là maintenant que c'est sécurisé par décret, c'est vraiment vous qui décidez, je veux que ce soit sur telle certification pour telle personne et jusqu'à telle date finalement. Voilà. J'ai une question d'Hélène Lurzou qui est importante. La participation financière de l'entreprise de 103,20 € vaut-elle pour une action de formation ou pour une période déterminée? Et du coup, pour plusieurs formations sur cette période. 103,20 €, c'est pas la participation de l'entreprise, Hélène, c'est le reste à charge qui incombe au salarié s'il est en CPF autonome, ou sur temps de travail, mais sans dotation de l'entreprise. Si l'entreprise verse de l'argent sur son CPF et flèche une formation, les 103,20 € de reste à charge disparaissent. Ils ne sont là que s'il n'y a pas de participation de l'entreprise ou que si la personne utilise en toute autonomie son CPF. Et donc, ça vaut par action de formation, ce reste à charge. À chaque fois qu'une personne demande une formation, sur temps, hors temps de travail, sans dotation entreprise, elle paiera ce reste à charge systématiquement. On a l'OPCOEP Muriel Pelletier qui nous répond que les frais annexes ne peuvent pas être financés via le PDC si le coût pédagogique est à 0. Donc, en l'occurrence, si le coût pédagogique était je me doutais un peu, franchement, complètement là, sur des fonds d'entreprise plutôt. La dépense des frais annexes seule ne peut pas être prise en charge par le coût. Alors, j'ai Anne-Marie Le Garec qui nous demande, dans le cadre de l'utilisation des CPF, l'entreprise est obligée de payer le salaire du salarié pendant son temps de formation sur temps de travail? Oui. Après, il peut y avoir aussi du CPF autonome, hors temps de travail qui est mis en œuvre. Là, évidemment, on est hors temps de travail, il n'y a pas de salaire. Mais si c'est sur temps de travail, oui, le salaire est maintenu pendant le temps de formation. Alors, la question. D'ailleurs, avant on va dire que la grosse construction financière se mette en place, on avait tendance à dire que le premier abondement de l'entreprise, déjà, c'était d'autoriser le collaborateur à réaliser sa formation CPF sur le temps de travail. C'est déjà votre premier abondement parce qu'effectivement, vous payez les salaires. Tout à fait. Pendant la formation. Alors, on était rendu. Une question de Christelle Adam plus tout à l'heure, prend en charge les déplacements, la constructrice ne prend pas les frais. Donc, on revient en fait à la réponse de l'OPCOEP. Ensuite, on a Véronique Guillouzouik qui nous redemande qui nous repose une question. Comment s'assurer que le salarié va bien passer la certification en question? Est-ce le rôle de l'entreprise, de l'organisme, de la formation selon vous? Nous, on est contrôlé sur les taux de passage de certification en fin de formation CPF. Le salarié, quand il s'inscrit, il valide avoir lu les CGU et il valide, en fait, répondre à toutes les attentes de France Compétences et de la CDC sur la sollicitation de ces fonds-là. Donc, il s'engage à passer une certification. Le rôle de l'organisme de formation, c'est de le solliciter pour qu'il la passe. On le fait. Il y a des récalcitrants de temps en temps, mais c'est vraiment pas la majorité des personnes puisqu'ils viennent sur une formation CPF et finalisent leur action de formation par la certification en fin de parcours, ce qui est plutôt valorisant sur leur parcours de formation. Ils se sont eux-mêmes engagés juridiquement quand ils se sont inscrits sur la formation et vis-à-vis de mon compte formation. Mais là, je dirais que c'est un rôle d'équipe un peu pour que le salarié passe sa certification. Si on sent un blocage, on est sur temps de travail en lien avec l'entreprise. Il est évident qu'un organisme de formation va quand même communiquer avec l'entreprise qui est participative là-dessus pour lui dire, voilà, on a un souci avec un salarié qui ne veut pas passer, on essaie de voir ce qui bloque et on essaie Mais oui, l'organisme fait tout pour que la certification, met tout en œuvre en tout cas pour. En tout cas, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de dédramatiser cette certification. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement plus d'enjeux quand on est sur du RNCP avec des diplômes, avec des gens je pense à des formations comme le FPA, des formations de formateurs, etc., où là, il y a des gros enjeux, où l'assistant RH, etc. Mais globalement,
Ça permet aussi aux collaborateurs de se situer que de passer une certification. C'est vrai qu'il n'a pas forcément passé de diplôme ou de certification depuis longtemps. Donc, ça peut être aussi un booster de motivation et de fierté, hein, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Et globalement, le résultat lui appartient. C'est-à-dire qu'on ne communique pas, nous, vis-à-vis de son entreprise, son score au TOSA, en bureautique, ou son score sur du Chloé, qui est la certification en langues étrangères, par exemple, évidemment. Après, ça lui permet d'avoir une photo aussi de son niveau à la fin et des progrès qu'il a pu faire avec la formation. Entre guillemets, c'est mesurer le retour sur investissement pour lui-même déjà. Bien sûr. Puis on voit que c'est là aussi où le donnant-donnant, gagnant-gagnant, je préfère cette expression-là, mais on est vraiment quelqu'un qui met en œuvre son CPF, donc qui mobilise des fonds de formation, le fait sur temps de travail en lien avec son entreprise, parfois avec la dotation. Il y a un intérêt aussi pour le salarié de montrer qu'il est allé au bout et a accompli l'intégralité de sa formation, a passé sa certification à la fin. Hein, c'est pas un contrôle de l'entreprise là-dessus, mais il y a une implication plus forte de l'entreprise. Donc le salarié n'est pas en autonomie là-dessus et donc il a tendance quand même à viser sa certification peut-être d'une autre manière que quelqu'un qui demanderait ça en toute autonomie. C'est pas tout à fait la même chose. Question de Bénédicte qui nous demande: le CPF ne sert que pour des formations longues et certifiantes. Le CPF ne peut fonctionner que s'il y a une certification, un diplôme en fin de parcours. Alors, il ne sert qu'à ça, non, puisqu'on a vu tout à l'heure pour le bilan de compétences aussi, pour le permis de conduire avec des restrictions. Pour la VAE. Pour la VAE également. Alors, Sophie nous demande: avez-vous des exemples de contractualisation entre salariés et employeurs pour la co-construction? C'est-à-dire, là, je n'entends pas bien la question. C'est-à-dire peut-être un document annexe, j'imagine, dans l'entreprise pour dire je vous ai doté, voilà. Non, c'est interne à chaque entreprise, j'ai envie de vous dire. Donc, peut-être qu'ils font un document pour les deux parties, hein, qu'on s'engage sur, etc. Mais avec le fléchage, je pense que ça, maintenant, c'est vraiment pas très utile. Le fléchage fait que ça verrouille vraiment le versement de l'abondement d'entreprise. Donc, voilà, donc pour moi, ça n'a pas un intérêt. Ça pouvait l'être jusqu'à ce que ça soit mis en œuvre. Hein. Mais avant, voilà, ça. Maintenant, je vois moins l'intérêt. Alors, on a une question de Marion Boudot. Y a-t-il un plafond si le salarié veut faire un bilan de compétences? Oui, 1 600 € et une fois tous les 5 ans. Donc, si la formation ne répond pas au RNCP, le plafond est de 1 500. C'est vrai. Quid pour le bilan de compétences? Donc, on l'a dit, 1 600. Alors, le plafond sur le bilan de compétences est nouveau, effectivement, depuis le 26 février 2026. Tout à fait. Vous n'avez, entre guillemets, rien perdu. Non. Peut-on passer par le CPF pour une certification BTS? Alors, ça ne sera pas une certification, mais un diplôme en alternance dans l'entreprise. Pour moi, oui, Laurence. Oui, alors c'est là pour le coup du cofinancement parce que ça couvrira pas, généralement le CPF de la personne ne couvre pas l'entièreté du coût. Il y a déjà des aides, mais on le voit sur certaines formations longues, oui, en cofinancement. Tout à fait. Christelle, si le salarié est d'accord d'utiliser son CPF pour une formation, si j'ai bien compris, c'est au salarié de faire les demandes de devis. Oui, l'entreprise peut-elle faire à sa place? Sûrement pas. Alors, après, il faut être un peu réaliste. Si vous êtes main dans la main avec vos salariés. Pardon? Je dirais oui et non. Je te laisse terminer. Oui, si on est main dans la main avec son salarié, qu'on construit un projet ensemble, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne puisse pas poser des questions à un OF, etc. Mais quoi qu'il en soit, la levée du CPF incombe au salarié. Donc, le choix également de la formation, c'est le sien. Mais souvent, enfin moi, de mon expérience, quand on travaille sur du CPF co-construit avec des entreprises, c'est toujours un partenariat à trois. C'est l'OF, le salarié et c'est l'entreprise. Alors, sur les langues, c'est très vrai que ce soit vraiment avec l'individu au départ, parce que c'est souvent lui qui nous sollicite. Ça peut être aussi des RH pour plusieurs personnes en langue étrangère. Mais par contre, sur des formations, je pense aux formations de formateurs, au management, à la négociation commerciale, à la gestion, etc. Là, pour le coup, vous pouvez aussi identifier des besoins que vous avez dans votre entreprise sur des formations sur mesure ou inter-entreprises et vous dire, ces formations-là, elles sont éligibles au CPF. Je sais qu'ils vont être gagnants-gagnants et que mes collaborateurs ont déjà suffisamment de CPF sur leur compte et j'ai envie qu'ils s'impliquent un peu plus. Donc, je fais jouer la construction sur des formations comme ça. Donc là, l'échange, il démarre vraiment avec les RH de l'entreprise, clairement. Une question un peu plus technique, entre guillemets, de Sophie. L'organisme de formation transmet des certificats de réalisation uniquement aux salariés et non à l'employeur. Là, Laurent, je vais te laisser plus répondre parce que moi, c'est moins ma partie, celle-là.
Les certificats de réal, oui, Ouais. ils sont envoyés aux salariés, effectivement. Ouais. Mais là, c'est pas Après, propre au CPF, c'est propre à toute formation. ouais. Mm. Alors, on a encore beaucoup de messages. Quelle popularité aujourd'hui. Donc, Peut-être on en a notamment. passé, je vais essayer de voir si on n'en a pas loupé Ouais. des questions. Donc, j'ai Charlène qui me demande si la formation coûte 15 000 euros, c'est ça, si je lis bien. L'entreprise peut abonder de 10 000 et 5 000 pris sur le CPF. En fait, 1 500 par action de formation. Oui, mais ça, c'est réservé au RS. Là, peut-être Au qu'on parle, RS. vu le prix Oui. de la formation, je pense que vous parlez d'une Voilà, formation du diplômante, là. RNCP. Hein, c'est ce que Parce que j'allais des dire. formations au RS à ce prix-là, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Non, enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. On reprécise, hein, les formations en France, il y a deux répertoires, entre guillemets. Ouais. Il y a le répertoire spécifique pour des certifications, c'est-à-dire qui sont généralement apparentées à des formations assez courtes. Et il y a le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, qui est là sur les diplômes. Donc le RS, le répertoire spécifique, nous concernant CCI, ce sont des formations liées à la bureautique, liées à l'IA, avec des certifications comme le TOSA par exemple. C'est des formations liées aux langues étrangères sur le réseau Hello les langues, hein, anciennement Centre d'études de langue. C'est des formations via les certificats de compétences en entreprise sur du management de projet, de la gestion, de la négociation commerciale, de la formation de tuteur, de la formation de formateur. J'en oublie sans doute beaucoup. Piloter les actions numériques de votre entreprise, la paye, etc. Voilà. Donc, mais ça, c'est notre exemple à nous. Il y a beaucoup d'autres centres de formation qui ont déposé des certifications à France Compétences, hein, qui est l'organe qui valide les certifications, qui valide aussi de leur durée de péremption. Hein. Les certifications sont toutes, d'ailleurs, comme les RNCP, challengées régulièrement par France Compétences. Elles sont valables 2 ans, 5 ans sur mon compte formation. En effet. Alors, Enfin, sur France Compétences plutôt. Voilà, Véronique le dit très bien, RS certification qui vise des compétences complémentaires à un métier ou compétences transversales, c'est de la formation courte. RNCP, certification qui vise des métiers. Alors, c'est pour ça que souvent on dit des diplômes, parce que voilà, ça différencie un peu, mais la différence est là, vraiment là-dessus. Question de Pauline, les formations peuvent être prises en compte, dans le bilan à 6 ans? Oui, c'est bien pas sûr. passé à 8 ans les bilans maintenant? Alors, c'est pas, oui, je pense, enfin, c'est une actualité très récente celle-ci. Et même si votre collaborateur d'ailleurs fait du CPF autonome et qu'il vous le déclare, vous pouvez le mettre dans le bilan aussi. Bizarre que ça puisse paraître entre guillemets, mais oui. Tout à fait. Donc évidemment, toutes les formations que vous allez cofinancer, co-construire avec eux financièrement ou celles que vous allez autoriser sur temps de travail, évidemment, elles rentrent dans cette obligation et ce bilan à, je crois, 8 ans maintenant. Oui, c'est 8 ans, il me semble bien. Non. Pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, merci à vous pour toutes vos questions et votre attention. On est évidemment à votre disposition après ce webinaire si vous voulez échanger avec nous. Il y a beaucoup d'entreprises d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan qui étaient là, mais pas que. Et on a des collègues aussi dans le réseau consulaire pour répondre à toutes vos questions. Je sais qu'il y avait les collègues d'Alsace, des Pays de Loire qui étaient là, par exemple. Donc, de toute façon, on va envoyer un petit mail à tout le monde, hein, tous ceux qui se sont inscrits, en vous mettant en pièce jointe la présentation que Laurence a faite. Et puis, on m'a demandé dans le chat mais j'arrive plus à retrouver. Oui, allons-nous recevoir un récapitulatif par mail? Donc, ça sera déjà le support. Oui. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à me contacter directement pour qu'on échange un peu plus en avant. S'il y a des détails qui ne vous semblent pas assez mis en avant sur la présentation. Eh bien, merci à tous. Bonne journée et bon appétit. Bonne journée.